L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci de nous rejoindre sur Africable Télévision. Bienvenue dans Afrique Soir, les titres de ce journal. Au lendemain de l'élection présidentielle, les Kenyans attendent toujours. Les chiffres tombent au compte-gouttes. La participation, elle, a été massive avec plus de 70%. Et le dépouillement est toujours en cours. Ce mardi, la chapelle Sixtine du Vatican a été fermée au public. Elle doit recevoir le conclave de celui qui sera désigné successeur de Benoît XVI. 209 cardinaux ont convergé vers le Saint-Siège. Ils veulent également que lumière soit faite sur le scandale Vatilix. Et puis, page sport de ce journal avec Mardi Sport. Au menu, la Ligue des Champions. Le CV Sport de Côte d'Ivoire élimine le Horoya de Conakry. Mesdames et messieurs, bonsoir. De la politique en ouverture de ce journal. Au Kenya, plus de 14 millions d'électeurs attendent toujours les résultats du scrutin. La participation, elle, a été massive avec plus de 70%. Et puis une tendance. Uhuru Kenyatta, le fils du père de l'indépendance, serait en tête dans la course à la présidentielle. Et le dépouillement est toujours en cours. Les résultats tombent lentement. Impossible pour le moment de certifier qui du Premier ministre Raila Odinga ou du vice-premier ministre Uhuru Kenyatta sortira vainqueur, ni de dire si un second tour s'avérera nécessaire. Les premières tendances donneraient le camp Kenyatta en tête, mais prudence. Car aux dernières élections en 2007, c'est à l'annonce des résultats que le pays s'était embrasé. La commission électorale rappelle qu'il vaut mieux être lent que de risquer de faux pronostics. Le scrutin 2007 s'est déroulé pacifiquement, mais la gestion des résultats a introduit et engendré des tensions dans le pays. Nous en sommes pleinement conscients, c'est pourquoi nous avons investi dans ce système de transmission des résultats en temps réel dès que les bureaux de vote les annoncent. Même crainte et même précaution dans les rues de Nairobi. La presse reste neutre. Les Kenyans espèrent avant tout que le futur perdant acceptera les résultats et que le futur vainqueur ne sera pas le président d'un clan. Celui qui gagnera devra assumer la responsabilité du pays parce qu'il aura été élu par les Kenyans. Il devra endosser la responsabilité de tous, même de ceux qui n'ont pas voté pour lui aussi longtemps qu'il sera au pouvoir. J'apprécie le fait que la paix règne au Kenya. J'aimerais juste que Dieu épaule le vainqueur qui s'apprête à mener le peuple kényan sur le bon chemin. À Mombasa, deuxième ville du pays, les électeurs eux, sont plus nerveux car les seuls événements tragiques se sont déroulés ici sur la côte kenyane avec la mort d'une douzaine de personnes. Le calme est revenu, mais on retient son souffle jusqu'à l'annonce des résultats. Nous poursuivons avec l'actualité au Mali. Des zones d'ombre persistent toujours sur le sort des chefs islamistes Abou Zeid et Mokhtar Belmokhtar. Les autorités tchadiennes affirment toujours que les deux hommes ont été tués et une photo circule prise par des soldats tchadiens, mais les autorités françaises, elles, jouent toujours la carte de la probabilité. Une photo d'un corps sur un téléphone portable. Elle a été prise par des soldats tchadiens qui revenaient du front. Ils l'ont montrée à RFI et France 24. Selon eux, il s'agirait de l'un des grands chefs djihadistes. Et c'est sur la base de tels clichés que les autorités tchadiennes affirment avoir tué Abou Zeid et Mokhtar Belmokhtar. Mais la confusion est grande. Alors que certains soldats y reconnaissent celui que l'on surnomme le borgne, Mokhtar Belmokhtar, d'autres y voient Abou Zeid, le leader d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'est le cas d'un journaliste tchadien qui lui aussi a récupéré la photo et qui s'exprime dans Paris Match. Quand j'ai vu la photo, je l'ai reconnu immédiatement. C'était bien Abou Zeid. En France, le ministre de la Défense refuse de confirmer l'information. Oui, je donne mes informations comme ministre de la Défense lorsqu'elles sont sûres. Tant que nous n'avons pas les preuves, et pour l'un et pour l'autre, nous considérons que nous n'avons pas les éléments pour dire l'un ou l'autre, que ce soit Abou Zeid ou Belmokhtar sont morts. Je ne peux pas le dire à cet instant.
Le site mauritanien Sahara Media, très proche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, confirme la mort d'Abou Zaïd. Selon ces journalistes, le chef d'AQMI aurait été tué dans un bombardement français dans l'Adrar des Ifoghas. En revanche, le site d'information dément la mort de Mokhtar Belmokhtar, citant un membre d'AQMI qui dit que l'organisateur de la prise d'otage d'In Amenas en Algérie se trouverait toujours dans la région de Gao. Nous restons toujours au Mali. L'Association pour le développement de Kaniaga a remis ce mardi une contribution d'une valeur d'1 million de francs CFA au ministère malien de la Défense. Tout comme l'ADECA, les retraités de l'INPS, l'Institut national de prévoyance sociale de la commune 5 de Bamako, ont également manifesté leur soutien dans le cadre du soutien à l'effort de guerre que mène le Mali contre les djihadistes. Aminata Mariko et Daouda Doumbia pour le compte rendu. L'élan de solidarité se poursuit pour les militaires qui se trouvent au front dans le nord Mali. En guise de soutien à l'effort de guerre, l'Association pour le développement de Kaniaga dans le centre de Yilémani a décidé d'aller au-delà des vœux et des bonnes paroles. Par ce geste, nous voulons montrer que nul n'a le droit de rester simple spectateur de la situation que traverse notre pays et que la meilleure façon de le prouver est de placer l'aide à l'armée au même rang que ses propres besoins vitaux. Et c'est seulement avec cet esprit que notre armée sentira la présence à ses côtés du peuple dont elle est issue. Et partant, comprendra qu'aucun sacrifice de sa part n'est de trop pour la patrie. Cet exemple a été suivi par l'association des retraités de l'INPS de la commune 5 du district de Bamako qui a remis 200 100 francs à son tour. Le secrétaire général du ministère qui a réceptionné les dons assure que l'usage le plus efficace sera fait des sommes. Le montant, vous avez dit modique, je ne pense pas que ce soit modique. Ce n'est pas ce qui est donné qui compte, c'est la façon de donner qui compte. Si ce sont des enfants qui ont cotisé pour l'effort de guerre dans ce cercle, dans cette zone que je connais un peu, c'est un geste très méritable. Je voudrais vous rassurer quand même, c'est l'inspecteur général des armées et services, celui qui en fait office aujourd'hui, qui est chargé de recevoir tous les dons en espèces. Nous avons désigné des officiers escalités pour mettre en place une commission de réception des dons en espèces ou en nature offerts à ce département. Et généralement, les dons en espèces que nous recevons, nous les reversons au ministère des Finances. Ces dons sont destinés à faire face à la situation humanitaire et sanitaire qui traverse le nord du Mali. Situation toujours très tendue en Égypte. Il y a 2 nuits, 6 personnes, dont 3 policiers, ont été tués dans des violences qui ont secoué la ville de Port Saïd. À l'origine des affrontements qui continuent en ce moment même, le procès d'un drame du football. Mais les tensions sont aussi révélatrices du climat social et politique dans le pays. Des funérailles qui tournent court, des funérailles qui tournent mal. Des milliers de manifestants ont profité de la mort de 3 victimes civiles à Port Saïd pour lancer des slogans hostiles au gouvernement. Pour eux, Morsi a trahi la révolution. Dans leur exaspération, ils incendient un bâtiment des forces de sécurité. À coups de cocktails Molotov, ils s'insurgent contre la détention de dizaines de personnes impliquées dans la bousculade qui a fait 74 morts en février 2012 et qui risque la peine capitale. Ces violences se sont encore poursuivies toute la nuit sur fond de grève générale. C'est dans ce climat politique tendu qu'est arrivé le secrétaire d'État américain. John Kerry a demandé au président Morsi de faire des efforts pour rétablir la stabilité politique. Plus de compromis sont nécessaires pour rétablir la confiance, a-t-il dit. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, les fidèles musulmans et cadres en particulier ont rallié la ville sainte de Bayak. Le motif, c'est la pose de la première pierre de l'Institut islamique que leur guide a initié, Cheikh Mohamedou Lamine Aïdara. Suivons ce reportage de nos correspondants permanents au Sénégal, Mamadou Dieye et Antoumar. Nous sommes à Bayar, localité située à une vingtaine de kilomètres de Dakar. Site religieux, à Bayar, nous retrouvons une forte communauté affiliée à la Khadriya. Cette terre sainte va abriter un institut islamique qui portera le nom de Cheikh Sadbou. Ça a été encouragé par notre guide religieux du nom de Chérif Cheikh Mohamed Lamine Aïdara. L'objectif premier, c'est tout simplement d'accompagner la religion musulmane
Aujourd'hui, dans ce site, on va retrouver un institut islamique à l'intérieur donc duquel on aura un dar moderne qui permettra donc à l'ensemble des jeunes musulmans à travers le monde de pouvoir venir tout simplement apprendre ici grandement la religion musulmane. Mais aussi, il y aura des cours qui seront tout simplement donnés, que ce soit en français, anglais, mais aussi en arabe. Et surtout, il y aura aussi des cours donc en informatique. L'Institut aura une capacité d'accueil de plus de 500 pensionnaires. L'opportunité ainsi offerte, c'est l'accès à un enseignement islamique de qualité à des jeunes venant du Sénégal et de l'étranger. Sur ce, un appel est lancé à l'endroit des autorités et des bonnes volontés afin de soutenir l'initiative. On lance donc un appel de haute facture, surtout à l'État, de pouvoir nous accompagner. Parce que je pense que si aujourd'hui on arrive à réussir ce projet, ce n'est pas seulement Chérif qui a réussi le projet, mais c'est le Sénégal, c'est tout le monde. Parce que c'est un projet qui est ouvert, qui donne des opportunités à tout le monde. Parce que ce qui est plus important même à retenir dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas une connotation donc, de tariqa, c'est une connotation donc d'ouverture, parce que là, on interpelle donc tous les jeunes musulmans à travers le monde. Les fidèles ont répondu à l'appel de leur guide. Tous ensemble ont prié pour l'accomplissement de ce projet. Religion toujours pour parler cette fois-ci de ce moment à hauteur symbolique au Vatican. Le musée de la cité papale a été fermé au public. Elle doit recevoir le conclave de celui qui sera désigné successeur de Benoît XVI. 209 cardinaux ont convergé vers vers le Saint-Siège, des cardinaux qui exigent plus de transparence sur le fonctionnement de l'Église. Ils veulent également que lumière soit faite sur le scandale Vatilix. Vatilix n'a pas fini d'empoisonner la vie du Vatican et ce préconclave qui vient à peine de débuter est déjà le théâtre de tensions et de discussions entre cardinaux italiens proches de la curie et les cardinaux étrangers venus à Rome. Ceux-ci réclament davantage de transparence. Ils aimeraient savoir ce qui s'est réellement passé ces derniers mois au Vatican. Ils demandent donc copie de l'audit remis à Benoît XVI. Le pape émérite a promis de transmettre ce rapport à son successeur, mais seulement à son successeur, ce qui pour le cardinal brésilien Assis est une ineptie. En réalité, nous ne demandons pas à recevoir le rapport complet, mais nous voudrions avoir des informations de la part des cardinaux qui ont mené cette audit. Réponse embarrassée du porte-parole du Vatican, le père Federico Lombardi, quand la question lui est posée en conférence de presse. Bien sûr que certains membres du collège des cardinaux seraient intéressés par ces informations, mais ils peuvent toujours poser des questions sur la situation de la curie. Selon certains médias italiens, le rapport Vatilix aurait mis au jour l'existence d'un réseau homosexuel au sein du Vatican. Des noms d'évêques et de cardinaux pourraient même être cités. C'est officiel, la Chine tourne définitivement la page Wen Jiabao. Les 3000 délégués du Parlement chinois étaient réunis à Pékin pour valider la nouvelle direction du Parti communiste. Xi Jinping, secrétaire général du Parti communiste depuis novembre, doit officiellement être désigné président de la République. Li Keqiang sera son premier ministre et pour l'actuel chef du gouvernement, c'était l'heure des adieux. Pendant 2 heures, Wen Jiabao a présenté un tableau très positif de son bilan. Rappelons que la Chine devrait enregistrer cette année une croissance de 7,5%. Nous poursuivons toujours avec l'actualité, cette fois-ci en nous rendant en Belgique. Actualité économique avec la démission du ministre belge de l'économie. Steven Weinecker a demandé à son parti de lui trouver un remplaçant au sein du gouvernement. Le chrétien démocrate flamand serait impliqué dans un scandale financier. Économie encore avec ce classement qui contraste avec la crise actuelle. Forbes a publié son traditionnel palmarès des milliardaires. Pas de changement. En tête du classement, le Mexicain Carlos Slim est toujours l'homme le plus riche de la planète. Mais ce qui frappe dans ce classement 2013, c'est que les milliardaires sont encore plus nombreux et encore plus riches que l'année dernière. C'est toujours l'homme le plus riche de la planète. Le Mexicain Carlos Slim, roi des télécoms, avec une fortune estimée à 56 milliards d'euros. Numéro 2, l'Américain Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, pèse selon Forbes 51 milliards d'euros. La nouveauté cette année, c'est l'Espagnol Amancio Ortega. Le créateur de la marque de vêtements Zara monte sur la 3e marche du podium avec 44 milliards d'euros.
Des milliardaires qui n'ont jamais été aussi nombreux, 1400 dans le monde, c'est 200 de plus que l'année dernière. Des riches toujours plus riches, avec une fortune en hausse de 17% en moyenne. Elle aussi s'est enrichie. Liliane Bettencourt arrive en 9e position grâce à l'envolée des actions L'Oréal. C'est la première femme du classement et donc la plus riche du monde, avec 23 milliards d'euros. C'est aussi la première française du palmarès, talonnée de près par l'empereur du luxe, Bernard Arnault. Des Français peu nombreux dans ce club des milliardaires, américains, chinois et russes, écrasent toujours la concurrence. Nous recevons à présent Yacouba Dansogo pour la page sportive de cette édition. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Djibrila. Le week-end écoulé a été marqué sur le continent par les matchs retour des compétitions interclubs. Le CEWA Sport de Côte d'Ivoire a validé son ticket pour le prochain tour. Yacouba. Oui, Djibrila, ça passe pour le champion ivoirien qui n'a pas fait de détails face à son homologue guinéen. Score final 3-0 pour les jeunes venus donc de San Pedro. L'histoire de la qualification du CEWA Sport de San Pedro a commencé après 22 minutes de jeu. Une action qui a surpris tout le monde, surtout le gardien de but de Oroya Athletic Club, Keita Abdul Aziz. L'auteur de ce centre se nomme Agoké Pakom Gabriel, lui-même surpris de sa réussite. Deuxième mi-temps, 56e minute, bien servi. Alidou Garba, pourtant très effacé dans ce match, réussit à se jouer du portier Keita Abdul Aziz. Au cœur de la défense du représentant de la Guinée, Assalé Roger Claver offre le 3e but à Coco Rostan. 3-0 suffisant pour le CEWA Sport de San Pedro qui obtient son ticket pour les 16e de finale de la Ligue des champions africaine 2013. Yacouba, au Mali, la ville de Bougouni a abrité le week-end dernier la conférence des mines. Oui, ce tournoi réservé aux cadets, filles et garçons s'est déroulé du 1er au 3 mars au stade Sakoro Meri Diakité de Bougouni. Cette compétition vise, selon les organisateurs, à détecter les jeunes talents pour former un vivrier au service des équipes nationales. Suivant ce reportage signé Aminata Mareko. 12 équipes féminines et masculines venues de Bamako, Sikasso, Koutiala et Bougouni ont participé à cette 3e édition de la conférence des mines. Il s'agit en série filles de l'AS Bougouni, du Tata National, Espoir de Sikasso, AS Biton de Ségou, l'AS Police et le Djoliba AC de Bamako. Chez les garçons, l'AS Bougouni, l'Union sportive Miankala de Koutiala, Espoir de Sikasso, le centre Ladji Dabi Kamara de Ségou, Faso Kano et l'AS Commune 5 du district de Bamako ont répondu présent. Cette activité décentralisée de la Fédération malienne de basketball, réservée aux cadets, a vu l'exclusion de certains joueurs ayant dépassé la catégorie. Non, les articles, c'est que au niveau de FIFA Afrique, des instructions ont été données pour le respect strict des âges. Et la fédération a fait une note demandant à toutes les ligues le respect des âges. Maintenant, nous constatons que dans la forme, nous avons des documents qui respectent l'âge, mais sur le terrain, on voit qu'il y a contraste entre la licence et la personne physique. Donc, du moment où la fédération a donné des instructions pour que pour chaque compétition, qu'on instaure une commission de contrôle des âges, nous contrôlons si nous constatons que physiquement, la personne ne répond pas à l'âge qui est sur la licence, nous décidons de l'écarter. En finale fille, les demoiselles du Djoliba assis en rouge et vert se sont imposées sur le fil face à celles de l'AS Police de Bamako 24-22. Chez les garçons, l'Union sportive de Bougouni en jaune s'est inclinée de justesse face au Bamakois de Faso Kano 19-20. Au chapitre des distinctions individuelles, les prix de révélation filles et garçons sont venus respectivement à Kadija Maïga d'Espoir de Sikasso et Alassane Dramé de Faso Kano de Bamako. Les prix de meilleurs marqueurs ont été enlevés par Djeneba Diaye du Djoliba AC avec 70 points et Boubacar Diakité de Faso Kano avec 45 points. Prochain rendez-vous des activités délocalisées de la Fédération malienne de basketball, ce sera à Kita pour la conférence des rails et Sikasso pour les interligues du championnat national.
Yacouba, merci d'être avec moi sur ce plateau et d'apporter toutes ces précisions. Oui, je serai là encore à partir de 22h15 pour présenter l'émission Shoot. Shoot, une émission qui est très suivie d'ailleurs. Yes. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, surtout merci de votre fidélité. Restez avec nous, les programmes continuent sur Africa Télévision. L'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.